Est-ce que tu réalises? Wouhou! Let's go! Tout le monde! Tu sais, je suis toute seule dans ma chambre. Ça va pas bien, là. Ça va pas bien. Tu vas vraiment aimer ça. C'est tellement hot. Tu sais, c'est wouhou! Excuse-moi, c'est parce que si tu veux pas vieillir, ça va pas bien, là. Let's go! Tout le monde! Si tu as 40 ans et tu veux pas vieillir, ça va pas bien. Bonjour à tous, je suis Luc et vous êtes sur la chaîne Cœur & Co que nous allons à partir de maintenant baptiser Coco pour l'occasion. Alors bienvenue à tous chez Coco et comme vous le savez, chaque semaine, j'ai le plaisir et le grand privilège de recevoir des personnalités au parcours de vie exceptionnel et très inspirant, de par la vision, le vécu, la qualité d'être et la mission parfois étonnante qu'ils ont accepté de relever pour nous. Cette semaine, on prend la direction du rythme à la rencontre d'une scorpion passionnée de rebond, d'une animatrice du corps qui nous voudrait en santé jusqu'à la mort. Passionnée de danse, c'est avec l'aérobic qu'elle rencontra la chance. Elle qui voulait allumer le monde, elle commença par le secouer chaque matin sur les ondes. Digne fille d'un vendeur hors pair, c'est dans l'amour qu'elle voulut faire des affaires et garder le cœur solidaire pour que tous les enfants malades restent solaires. Cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir José Lavigueur. Bienvenue à vous, José. Bonjour, mais je suis tellement touchée par ce texte. Je veux une copie de ça, Luc, absolument. C'est magnifique. Ah ben, je vous remercie, ça me touche beaucoup. Je savais que vous étiez un auteur hors pair, mais là, vraiment, c'est qu'en quelques mots, vous avez tout résumé. Donc, moi, je vous laisse. Bonjour, merci beaucoup. Bonjour à tous, bonjour José. Alors je suis vraiment touché José parce que en fait quand je vous rencontre, je rencontre un peu celle qui depuis plus de 35 ans fait bouger le corps et l'âme du Québec. Alors j'ai envie de vous remercier aussi pour toute cette grande énergie que vous passez sur les réseaux sociaux à faire changer le monde comme vous dites, comme le dit aussi si bien le slogan d'énergie cardio que vous connaissez si bien. Alors comme c'est la tradition de cette émission, ce que je vous propose c'est de retracer en quelques mots ce parcours qui est le vôtre et qui est si beau. Alors José, vous êtes professeur d'éducation, on peut dire ça comme ça, physique, et puis d'aérobic, conférencière, et puis aussi co-auteur de nombreux livres, dont Manger, bouger au féminin, la série des kilos cardio, et puis vous êtes aussi web entrepreneuse depuis plusieurs années avec votre site MazonFit. Vous êtes née à Lemoine, au Québec, dans une famille aimante, harmonieuse, avec une mère caissière et puis un père, dont je parlais tout à l'heure, un père vendeur d'automobiles, mais surtout particulièrement doué pour son métier. À 3 ans, vous vivez un accident grave à la tête et puis s'ensuit une hospitalisation assez onéreuse qui va vous obliger en famille à déménager à Saint-Lambert pour habiter chez le grand-père. Très jeune, vous vous passionnez pour la danse, finalement pour suivre un peu le modèle de la grande sœur qui pratique le ballet jazz. Vous profiterez de vos années de collège pour fonder une troupe de théâtre musical, Prologue. Les sœurs catholiques du collège du Rocher où vous êtes vous faciliteront bien la tâche de cette démarche de réalisation et puis d'animation d'ateliers chorégraphiques et de spectacles. Vous allez suivre des études d'éducation physique et puis à l'université, grâce à une amie que vous connaissiez du secondaire, c'est la vie qui vous fait un petit clin d'œil en vous proposant de découvrir une activité à la mode, en vogue, l'aérobic, et c'est le déclic pour vous. Et puis vous commencerez à partir de ce moment-là à enseigner plusieurs fois par semaine l'aérobic. En sortant de l'université, vous allez trouver un poste au cégep à Saint-Laurent comme enseignante d'éducation physique et vous allez adorer cette opportunité de convertir les jeunes au concept de la bonne santé. Alors, une réforme inattendue de l'État va faire que vous allez vous retrouver sans poste parce qu'il y a donc une grande réduction de l'éducation physique au collège. Vous êtes sans poste et puis vous passez un petit contrat avec la vie. Vous allez faire donc un championnat d'aérobic et puis vous êtes repéré par un producteur de télévision de la chaîne RDS qui va vous faire un pont en or. Et là, je vais vous demander, José, expliquez-nous ce qui se passe à partir de ce moment-là.
Mais je dois d'abord vous dire, Luc, que c'est touchant d'écouter un résumé de sa vie de cette façon. Je suis tellement heureuse d'être avec vous aujourd'hui. C'est parce que ça fait du bien de s'arrêter et de faire comme wow, c'est donc bien passé beaucoup de choses dans ma vie. Et pourtant, il me semble que j'ai encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. Donc, c'est touchant de retourner en arrière. Bref, merci. Ben, merci. Alors oui, ce qui se passe, c'est que, donc, vous l'avez bien décrit, c'est la fin pour moi de l'enseignement en éducation physique. C'est sûr qu'il y aurait pu avoir une continuité en appliquant ailleurs, mais à cette époque-là, comme tout était coupé, les profs d'éducation physique se sont retrouvés, au Québec, on dit le bec à l'eau, sans travail. Beaucoup se sont tournés vers les cours d'anglais. Moi, j'ai plein de collègues qui sont devenus profs d'anglais, langue seconde, ancien éducateur physique devenu prof d'anglais. Et moi-même, j'étais allée faire des cours pour me préparer à ça. Quand ce producteur de RDS m'a approché, il m'a dit bon, ben, on a vu ce que vous avez fait, on avait remporté un championnat canadien contre des filles de Vancouver et de Calgary. On était vraiment David contre Goliath à cette époque-là parce que là-bas, ils avaient à l'époque beaucoup d'avance sur nous en termes de fitness. Mais donc, longue histoire courte, ce producteur m'a dit que le réseau des sports au Québec aimerait tourner une émission dans différents clubs med partout dans le monde. Et moi, de faire laissez-moi réfléchir un peu. Et 30 secondes plus tard, de dire ah, oui, yes, let's do this. C'est là. Mais c'est sûr, et ça a été vraiment le grand virage dans ma carrière. Parce que moi, mon but, c'était pas de faire de la télé, là. Vous l'avez bien décrite, ma carrière, ou mon début de carrière, j'avais le goût de danser. Après, j'ai eu le goût de passer ma passion de l'activité physique. Et la danse aérobique me permettait ça. Au cégep, je pouvais faire ça, je pouvais influencer des jeunes par trentaine, hein, par groupe de 30. Mais là, on m'offre d'aller à la télé et d'avoir accès à cette vitrine incroyable, comme vous le savez, pour donner le goût aux gens de bouger. C'est comme ça que ça a vraiment, vraiment débuté pour moi, parce que à partir de là, je n'ai plus enseigné dans des écoles, mais je considère que j'ai continué à enseigner dans les médias. C'est comme ça que je vois ma carrière, parce que le désir de devenir populaire ou d'être reconnu dans la vie, c'était pas ça, là. C'était pas un de mes objectifs de carrière, pas du tout, du tout. Et encore aujourd'hui, 30 ans plus tard, j'ai ce feu sacré, ce désir, ce souhait de changer la vie, si je peux, d'avoir un petit impact dans la vie des gens pour leur permettre de vivre une vie en santé. En tout cas, vous avez quand même pas mal d'impact parce que quand même, je pense que du jour au lendemain, vous êtes retrouvé devant plus de 500 000 personnes à chaque émission. C'était ça à peu près, non? Oui, en fait, c'est que RDS, c'est un réseau vraiment de sport et ça s'appelle le réseau des sports. Mais c'est un très bon réseau qui est encore très fort ici au Québec. Mais ce qui s'est produit, c'est que éventuellement le réseau TVA, qui est le plus gros réseau ici de télé au Québec, m'a recruté sur une émission qui s'appelle Salut Bonjour. C'est notre émission du matin. Comment vous appelez en France les émissions du matin? Télématin. Ah bon, voilà. Ben, c'est sûrement le même truc. Alors, il y a un animateur, une grande célébrité qui reçoit plein de chroniqueurs de différentes spécialités. Et moi, j'étais la spécialiste fitness. Donc, à chaque semaine et même parfois 2 fois par semaine, j'allais donner des conseils, j'allais donner des trucs. Et là, comme c'était une émission de grande écoute, ben, c'est ça, on rejoignait même certains matins jusqu'à 700 000. Il faut savoir qu'au Québec, 700 000 de codes d'écoute pour une émission matinale, c'est énorme. Ah oui, donc, ça a vraiment eu un grand impact parce que je suis encore à l'occasion sur cette émission-là. Et ça fait donc 20 ans que je suis que je donne des conseils à Salut Bonjour. On continue de me recruter pour participer à différents médias. Justement, hier, j'ai participé à une autre émission qui s'appelle Bien, qui est animée par Saskia Thuot, que vous aimeriez beaucoup d'ailleurs à noter. Et bref, voilà, je continue de répandre la bonne nouvelle.
Ah oui, c'est étonnant parce que vous avez une incroyable longévité, la télévision. Vous êtes passé d'étape en étape. Et vous êtes toujours à la télévision, vous en parliez là. Donc, vous êtes toujours une émission régulière à la télévision ou pas? Ben, c'est moins régulier. C'est plus des invitations. Hmm. Il y a, comme en ce moment, il y a la Star Academy qui est revenue ici au Québec. Je Ah vais oui. aller faire une petite visite aux académiciens pour leur donner le goût de bouger, pour leur donner des petits trucs. Sur l'émission Bien hier, ce sont des invitations ponctuelles. Tu sais, c'est pas Hmm. régulier pour le moment, mais c'est parfait pour moi parce que en 2018, on a créé, comme vous l'avez dit, la plateforme qui s'appelle Ma Zone Fit. Et pour moi, c'est devenu vraiment une job à temps plein. C'est vraiment maintenant toute mon énergie est là, toute ma passion, mon Hmm. grand bonheur, ma grande fierté est là. Mais je continue évidemment à rester ouverte aux propositions de télé parce que justement, encore, je trouve cette possibilité de communiquer avec les gens, de leur donner le goût de bouger, très, 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 très importante pour moi. Comment ça vous avez vu cette facilité de devenir comme ça animatrice télé pour la zone sport? Comment ça c'est parce que ça s'apprend ou c'était inné chez vous? J'avais une formation en danse, j'ai fait beaucoup de scènes, on a monté, comme vous l'avez dit, j'en reviens pas que vous ayez fait ces découvertes. Je suis un peu encore presque troublée parce que Prologue, vous l'avez nommé, c'était une troupe de danse dans laquelle j'ai des souvenirs complètement fous. On a monté des shows. Je vais vous faire une confidence, je sais que je m'éloigne de votre question, mais je vais Non, non, revenir, c'est Luc. bien, j'adore les confidences. Mais on a monté un show qui s'appelait Hommage à Michel Fugain et au Big Bazar. Là, je sais que Ouais, vous les connaissez. bien sûr. C'était énorme. C'était énorme. On ne faisait pas du lip sync, là. On chantait. On avait un band, on avait des amis qui étaient musiciens. Et j'ai un oncle, moi, Jacques Lavigueur, qui à l'époque chantait. Il n'a jamais été très connu, mais il a même fait un disque. Il avait une très, très belle voix et il avait même un petit look, Michel Fugain. Alors, on a monté euh, un hommage à Michel Fugain au Big Bazar. Et je vais vous dire encore aujourd'hui, là, j'ai un rêve. Je l'ai rencontré, Michel Fugain. J'ai eu la chance de le rencontrer parce qu'il est venu participer justement à la Star Academy il y a plusieurs années. Hmm. Mais j'aurais tellement aimé qu'il voit ce qu'on avait fait à l'époque parce que c'était complètement fou. Moi, j'étais Vava. J'avais ma robe bleue et j'étais Vava. J'ai chanté les belles chansons de Vava comme La jeunesse, ça s'en va. Comme un feu de joie quand c'est à la fête. Cette chanson-là, ça fait plus de 35 ans, va toujours, toujours rester dans ma tête, dans mon cœur. C'est une chanson qui bouleverse mes parents à chaque fois qu'ils l'entendent. Bref, je pense que c'est ça. C'est le fait d'avoir monté sur scène, d'avoir animé toutes sortes d'événements aussi avant de faire la télé. Et j'ai un père, oui, c'était un vendeur, mais il était un bout en train. Hmm. Euh, c'était le, c'était le bonhomme qui faisait la fête, qui animait tout le monde, et je pense que oui, il y a une certaine influence de mon père. Et mon père, il montait facilement sur une scène lors d'un party pour faire le clown, euh, pour tout faire. Bref, je pense qu'il y a une influence. Donc, il y Ouais, a en peut-être tout quelque cas, chose d'inné un peu. en tout cas, ça reste quelque chose qui est quand même évident pour vous. Enfin, quand on vous voit, ça paraît une simplicité. Alors, je suis content parce que vous avez fait un très beau cadeau, parce que vous chantez rarement devant une caméra. Oui! Là, c'est là. J'ai le scoop de l'année de José Lavigueur qui chante. Ah, magnifique, je vous remercie, je vous remercie. Alors, en fait, je vous entendais dans une émission parler de cette réforme Robillard là, qui était terriblement arrivée dans les années 93, là, qui avait mis un peu tout le monde KO et qui vous avait fait perdre pendant en un instant votre poste au Cégep. Et puis, finalement, je me disais quand même que vous avez quand même vécu cette impuissance face au changement de vie qui fait que d'un seul coup, bah voilà, il y a un grand basculement, on perd ses repères, et puis après quoi? Et je me demandais en ce moment, avec ce nouveau grand basculement qui est celui de la pandémie mondiale, quel était l'impact positif de cette pandémie sur votre vie et sur vous? Euh, Plusieurs. C'est sûr que la pandémie, je pense, sur la planète au complet, aura eu des impacts très négatifs, évidemment. Mais la bonne nouvelle, je pense, c'est qu'il y aura eu aussi des ajustements
des ajustements nécessaires et des ajustements bénéfiques. Dans mon cas, c'est sûr que ma zone fit a été créée en 2018, donc on était prêt. Est-ce qu'on était prêt à une pandémie? Non, personne n'était prêt à ça. Personne ne soupçonnait ce qui était pour arriver, mais on était prêt. Alors, c'est sûr que quand tout le monde s'est tourné vers le télétravail, quand tout le monde a réalisé, et ça, c'est un autre des bonnes nouvelles, une autre des bonnes nouvelles ou un autre des impacts positifs, je dirais, de la pandémie, les gens ont réalisé l'importance de l'activité physique et pour les bonnes raisons. Les gens se sont rendus compte que j'ai besoin de marcher, j'ai besoin de sortir ou du moins de bouger, de faire un exercice X qui me tente, moi, parce que je me rends compte que ça me fait du bien à la tête et au body. Et on a compris que c'est un tout. C'est pour ça que moi, j'ai toujours parlé de santé globale. On ne peut pas dissocier la tête et le corps. Je ne suis pas la première à parler de ça. Il y a des millénaires, il y a des auteurs qui ont écrit là-dessus, des textes qui sont ultra, ultra vieux, mais on est tous conscients de ça. Alors, pour moi, là, si je réponds à votre question en lien avec moi, ce qui a été dur, c'est que j'ai dû cesser mes cours en groupe, comme tous les instructeurs de cours en groupe sur la planète. Donc, est-ce que je vais me mettre à gémir? Non. Je vais m'ajuster. Donc, je me suis mise au jogging. C'est pas tellement mon truc. Je le fais. Je l'ai toujours fait, mais je ne suis pas la fille qui va se préparer pour un demi-marathon, là. J'ai pas tant de plaisir à courir. Le seul plaisir que j'ai à faire du jogging, c'est l'espèce de ménage que ça fait dans ma tête. Moi, je ne cours pas avec de la musique ou si vraiment, vraiment j'ai besoin de motivation, c'est possible que j'écoute un podcast. Mais quand je cours avec rien, c'est drôle de dire avec rien, il se passe quelque chose d'extraordinaire. On a les idées plus claires. Parfois on rentre et on écrit des trucs. En tout cas, les idées sont plus claires. Bref, je pense que je me suis ajustée à ce niveau-là et une des premières choses que j'ai faites il y a pratiquement 1 an, c'est de faire des vidéos, des Facebook Live sur ma page. Et ça a été, je l'ai fait pendant 1 an. Et là, pour le moment, je continue. En tout cas, je vais assurément continuer jusqu'à ce qu'on puisse reprendre nos cours en présentiel. Et ça m'a fait, Luc, là, un bien énorme. Le 20 mars 2020, ça faisait 7 jours qu'on était en pandémie ici au Québec, en confinement, je devrais dire. Et moi, à ce moment précis, le 15 mars, c'était ma date, le 15 mars 2020, j'aurais célébré 35 ans de cours en groupe. Mais j'ai commencé à 10 ans, il faut comprendre ça. Okay? C'est très longtemps. Mais bref, et là, je me disais, OK, mais là, moi, j'avais le goût de souligner ça avec mes participants, parce que, tu sais, comme instructeur de cours en groupe, les gens vont se reconnaître. On a nos gangs, on appelle ça nos gangs, on appelle ça notre monde. J'ai régulièrement une 60aine de personnes dans mes cours. Puis, tu sais, moi, je me disais, hey, on va souligner, peut-être même que mon patron va me faire une petite surprise. Mais non! Alors, je me dis, non, c'est pas vrai. Alors, c'est vraiment sur un coup de tête, là, c'était pas préparé. J'ai préparé genre 1 heure avant. J'allais me chercher un bandeau en ratine à la Olivia Newton-John un peu. Let's get physical. Et j'ai enfilé des jambières. Je sais pas comment vous appelez ça. Ici au Québec, on appelait ça des bas de réchauffement. On portait ça beaucoup en danse, en ballet. Et j'ai juste pesé sur direct. Et là, les chiffres ont monté, clac, 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 clac. On s'est rendu jusqu'à 950, ce qui est beaucoup, beaucoup pour moi, là. J'ai comme, voyons donc. Et le plaisir que j'ai eu à faire ça, bref, comme vous voyez, mes histoires sont toujours plutôt longues, mais j'ai répété ça à chaque lundi à 17h. Je le fais encore. J'ai fait il y a quelques jours. Je vais le refaire lundi prochain. Et les gens sont au rendez-vous. C'est très, très fascinant. Mais ce qui me plaît beaucoup de ça, là, c'est qu'il y a régulièrement, à chaque fois, je regarde tous les commentaires après, puis il y a toujours au moins quelques individus qui écrivent « Ah, je ne te connaissais pas, je ne savais pas ce que tu faisais,
je viens de découvrir ton style d'entraînement. J'ai aimé, j'embarque. Tu me fais bouger pour la première fois. Et moi, je lis ça, puis je suis comme, yes! Oui! C'est juste ça. Et je le dis dans mes messages tout le temps. Je dis, gars, c'est sûr que moi, je me garoche partout, puis ça doit être parfois insoutenable à regarder, tu sais. Des fois, je me tape ses nerfs moi-même, là, tu sais, en bon québécois. J'ai peur de comment vous allez interpréter mon langage, on dirait. Non, ça va, pour l'instant, c'est OK, ça passe. Ça passe. Mais je dis régulièrement aux gens, mais tu sais, vous n'avez pas besoin de vous déplacer dans votre salon au complet ou je veux juste, tu sais, juste si vous suivez le rythme un peu comme ça, déjà, vous allez sentir qu'il se passe quelque chose ici. Ah, ça fait du bien quand il y a de la musique, ça fait du bien quand on suit un rythme. Et ça, c'est pas José Lavigueur qui vient d'inventer ça, c'est démontré. Hein? On va mettre n'importe quelle musique qui est un peu upbeat, là, qui a un beat pour danser, et ça fait du bien. Ça fait du bien à la tête. Et le nombre de personnes qui m'ont écrit pour me remercier de ça, ça m'a vraiment, encore aujourd'hui, ça me touche énormément. Et moi, je leur dis, vous savez, ça me touche. Vous êtes super gentils de me remercier, mais moi, je vous remercie d'être au rendez-vous parce que ça me fait aussi énormément de bien qu'ils soient au rendez-vous, ces gens-là, et qui, encore aujourd'hui, me fassent confiance, me suivent, appuient mon travail et m'écoutent d'une certaine façon, parce qu'on n'est pas obligé d'écouter personne, là. On n'est pas obligé d'écouter tout ce qui se pointe sur Facebook et compagnie et Instagram. C'est vrai que moi, j'ai été bluffé quand je suis allé voir sur votre compte Facebook. Je me suis dit, elle fait ça dans sa salle à manger. Allez, c'est comme ça, alors qu'elle fait un programme qui est beaucoup plus léché, qui est beaucoup plus pertinent. Oui. Elle le fait directement comme ça. Mais alors, je me suis questionné parce que j'ai pas mal interviewé maintenant de gens de chez vous, quoi, que vous connaissez pour la plupart. Et en fait, la plupart me disaient quelque chose. Alors, je vais vous poser la même question à vous parce que j'ai remarqué une commune étrangeté entre chacun. Au moment du confinement, est-ce que vous avez décelé chez vous un comportement que vous ne connaissiez pas les premiers temps? Chez moi? Pardon? Ouais. Est-ce que vous vous êtes vu différent de d'habitude? Parce que la plupart des gens à qui j'ai demandé, que ce soit David Bernard, que ce soit Nicole Bordeaux, etc., ils ont tous découvert au tout début qu'ils avaient un comportement qu'ils ne connaissaient pas. Alors, c'était de circonstances ou pas, je sais pas, c'est comme si en fait la pandémie et puis le confinement, ça avait créé chez eux une remontée du passé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Peut-être à ce moment précis, le 20 mars 2020, il y a eu justement ce désir de mettre le bandeau en ratine que j'ai tellement porté dans les années 90. Mais moi, ce que j'ai peut-être découvert ou rajouté, parce que j'ai toujours été assez authentique. Je suis Scorpion, vous l'avez dit. Ce que vous voyez, c'est ce que je suis. C'est comme ça. Et donc, devant une caméra, que ce soit en Facebook Live, que ce soit dans des tournages plus léchés, comme vous dites, sur ma zone fit, que ce soit avec vous, il y a une espèce de lâcher-prise. Vous l'avez peut-être déjà constaté, même en début d'entrevue, j'étais comme plus inquiète sur mon français. Et là, mais plus ça va aller et plus ça va être du vrai québécois. Et c'est très correct. Je fais comme, il est beau, notre québécois. Là. Je ne vais pas commencer à essayer de changer ma façon de parler. Mais cela dit, j'adore comment vous parlez. Ah bon? OK. Mais c'est ça. Alors, je pense que devant la caméra ou enfin pendant le confinement, j'ai encore plus lâché prise sur l'environnement, sur le look, sur mon look, je ne dis pas que j'arrive devant vous sans maquillage, sans avoir porté une certaine attention à ce que je porte, mais ça me dérange moins. Tu sais, les réseaux sociaux, c'est partout sur la planète, c'est tellement fort, c'est tellement intense. Je pense que de mon côté, je touche du bois en disant ça, mon bureau est en bois, j'ai vraiment un bel appui. J'ai très rarement eu des commentaires vilains ou c'est arrivé, là, mais vraiment pas beaucoup. Donc, je pense que c'est le fait d'être authentique. Je ne sais pas trop, Luc, je ne suis pas claire à ma réponse. Non, ça va. Mais en fait, moi, j'ai eu l'impression, alors je vais vous donner mon impression. Oui. On ne se connaît pas tellement que ça, mais moi, quand j'ai vu les vidéos, je me suis dit, en fait, Josée, elle a dû ressentir un truc, elle a dû vivre enfant, c'est que s'il y a un problème, elle sait très bien porter tout le monde.
Et j'ai eu l'impression que vous aviez contacté, alors vous appelez ça Mars 2020, allez, je prends la caméra et je vais danser jusqu'à ce que les gens s'y mettent. Mais j'ai eu l'impression que ça disait, en fait, au fond, je me suis demandé si, enfant, vous n'avez pas eu cette habitude d'aider les gens quand vous sentez qu'ils sont trop tristes. C'est un très bon point. Je pense que vous avez raison. C'est sûr un de mes souhaits profonds, c'est de voir tout le monde heureux autour de moi. Euh, et c'est aussi, mais c'est parce que c'est peut-être pour ça que je n'y pense pas systématiquement, parce que je pense que c'est une sorte de réflexe. Par exemple, je travaille avec une organisation au Québec qui s'appelle Opération Enfant Soleil, qui vient en aide à des enfants malades. Et moi, je suis avec eux depuis, je n'ai même pas compté. Je pense peut-être une quinzaine d'années, 14 ou 15 années. Et la raison pour laquelle je m'associe à des causes comme celle-là, c'est vraiment ma cause, mais tout au long de l'année, comme plusieurs personnalités d'ailleurs, là, vous le savez, on s'associe à différents événements en lien avec des causes importantes, parce qu'il y en a tellement des belles causes pour lesquelles on veut s'impliquer. Mais c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose de nécessaire pour moi. J'ai zéro jugement pour les gens qui ne peuvent pas, ne souhaitent pas s'impliquer dans des organisations comme ça. Mais on dirait, une façon aussi de redonner. Je peux aider, je peux faire une différence. Moi, je considère toujours, Luc, là, que en conférence, je dis ça régulièrement, j'ai un grand privilège dans la vie, pas la richesse. L'amour, ça, c'est un énorme privilège que j'espère, on le sait bien que ce n'est pas tout le monde qui a ce grand cadeau de la vie, mais que je voudrais que tout le monde vive, évidemment. Mais l'autre grand privilège que j'ai eu, c'est grandir dans une famille tellement équilibrée, tellement aimante, mais surtout qu'on m'a encouragée à faire de l'activité physique très tôt. On bougeait en famille beaucoup, on allait dehors, on allait en sentier, on faisait du camping. Quand on était en camping l'été ici au Québec, ben, ça voulait dire promenade en forêt, jeux sur l'eau. Je n'ai que des bons souvenirs. Et ce sont ces souvenirs, ces ancrages tellement positifs qui font que j'ai continué à bouger régulièrement et j'ai découvert le plaisir de bouger. C'est le plaisir de bouger, là, cette phrase-là, ce segment de phrase-là, pour moi, est vraiment très important. Et ça fait 20 ans que je parle du plaisir de bouger. Et là, je vais vous faire une confidence. Récemment, les gouvernements, avec la pandémie, trouvent différentes formules, différentes façons de s'adresser aux gens. Et c'est la première fois que j'entends dans un message publicitaire du gouvernement du Québec parler du plaisir de bouger. Et je fais « Ah! » Ça, c'est bien, ça. On va aller ma ligne. Mais, j'ai rien inventé, mais c'est parce que c'est ça. Moi, j'ai toujours eu du plaisir à bouger. Donc, c'est ça que j'essaie de transmettre. C'est ce que j'essaie de véhiculer dans mon message partout où je vais. Et je ne veux pas que ça soit dur, je ne veux pas que ça soit compliqué. Mais voilà. Mais je pense que je n'ai pas répondu à votre question. Oui, moi, je pense que vous avez bien répondu. Et d'ailleurs, je crois que c'est ce que je vous disais à la fois hors émission, quand on préparait un peu. Je disais, en fait, je sais on voit chez vous, vous avez une énorme dose de sensibilité intérieure. Et il est clair que ce que je sentais à travers les vidéos de Facebook, même si on ne le voit pas, parce que dans Facebook, vous bougez. Mais en fait, on voit que vous êtes capable de faire remonter peut-être une région entière en disant non, on ne va pas tomber dans la tristesse, allez, tout le monde se relève. Et ça, voilà, j'étais certain que vous me parliez de ça, parce qu'on sent chez vous que quelque part, il y a deux José. Il y a la José où quand ça va bien dehors, c'est bon, elle n'a pas besoin de donner plus pour que les gens remontent. Et puis, vous êtes fait pour les moments où ça peut être difficile régionalement. Et vous pouvez tout remonter d'un coup. Allez, maintenant, vous bougez. Et allez. On le voit, ce truc. Je l'ai vu. Alors, moi, je parlais récemment avec Nicole Bordelot, que vous connaissez très bien, avec Rémi Tremblay, que vous connaissez sûrement aussi, je crois. Oui. Et on discutait justement de leur vision de la vie en 2021, parce qu'il y a l'air de rien, il y a quand même un avant-après. Alors, je me demandais, qu'est-ce qui allait changer pour vous? Est-ce que vous allez accéder à une nouvelle sagesse de vie? Est-ce que vous avez décidé de changer quelque chose d'important dans votre vie suite à cette pandémie, ou est-ce que vous restez sur votre ligne? C'est intéressant.
Bonne question. Note 2 points. En fait, je le disais tantôt, avec la pandémie, il y a eu aussi beaucoup d'intérêt pour ma zone fit, pour le programme qui s'appelle Ma Zone Fit. Et donc, on a eu beaucoup de travail. Ce qui fait que dans la dernière année, j'ai vraiment été très occupée. Et ça, c'est juste des bonnes nouvelles. Je fais partie des chanceux ou des gâtés qui ont eu beaucoup de travail parce qu'on va se le dire, il y a beaucoup de gens qui ont manqué de boulot. Mais donc, je dois avouer que j'ai pas tant... Ben, c'est sûr que j'ai pas souffert. Oui, j'ai souffert de voir très peu mes parents. En fait, je les ai vus beaucoup, beaucoup. Parce que mes parents sont... Je pointe la fenêtre en vous parlant, mes parents sont à 15 minutes à pied de chez moi. On est vraiment une famille tricotée serrée, donc c'est sûr qu'on n'était pas pour ne plus voir nos parents. On les voyait... eux étaient sur le perron et nous en bas de l'escalier, le masque et tout ça. Bon, je n'ai pas besoin de vous rappeler tout ça, mais ça me manque, ces soupers, ces rencontres. Moi, j'ai 2 grandes filles de 22 et 21 et ces moments en famille me manquent énormément, mais je pense que c'est universel. Je suis en train de vous donner une réponse totalement universelle qui pourrait être placée de la bouche de tous. Mais je vais vous dire, pour moi, le 2020 a été une grosse année parce que il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, entre autres en début 2020. En fait, à Noël 2019, mon mari Normand, ma grande fille Sarah et moi, on partait en Australie rejoindre mon bébé Léane, qui était là pour faire un 10 mois, vraiment un peu de travail, beaucoup de voyages, le genre de voyage extraordinaire. Là. Et on est donc allé les rejoindre, mais on est arrivé là-bas en Australie dans les grands feux, les feux historiques. Ah oui. On a dû transformer nos plans. On n'a jamais été en danger, mais évidemment, il a fallu s'ajuster. Et surtout, Léane devait revenir en juin. On dû revenir un peu en catastrophe. Bien, pas un peu, en catastrophe. C'est une longue histoire, mais ils ont réussi à attraper le dernier vol qui rentrait au Canada le 6 avril. Mm-hmm. Donc, ça a été... Eux ont vécu les grands feux qui étaient vraiment... bref, je pourrais parler pendant 1 heure de ça. Là, mais... Et ils ont aussi vécu l'arrivée de la pandémie en étant à l'autre bout de la planète. Et pour les parents, c'est quelque chose de très intense. Et non seulement ils étaient en Australie au moment où ça commençait à vraiment tourner mal là-bas en Australie, ils étaient en Tanzanie, ils étaient encore plus loin, ils étaient à 10 heures de traversée de Melbourne pour retourner ensuite faire 10 heures de route vers Sydney. Mm-hmm. Donc, ça a été d'une intensité rare et l'été 2020, ça a été l'été du départ de la maison de ma grande fille Sarah. Mmh. Et ça, j'en parle encore avec beaucoup d'émotion parce que c'est les gens qui nous écoutent, mon Dieu, c'est tellement quelque chose de géant. Et pour moi, ça a pris beaucoup plus de place que la pandémie. C'est très égoïste, mais c'est la réalité. C'est vraiment ça. Ma fille a terminé sa maîtrise en physiothérapie avec la pandémie. Ça a été hyper compliqué, mais elle s'est retrouvée à terminer en octobre. Et aussitôt après, elle a eu un travail en région. Et donc, en partant de la maison, elle était chez nous depuis 22 ans. Et du jour au lendemain, elle est partie à 2 heures de route de la maison. Et ça, Luc, ça a été, là, oh! Ça a été dur et c'est encore dur. J'ai toujours l'espoir qu'on est vraiment une belle gang, on est une belle équipe et je pense qu'ils vont revenir, son conjoint et elle, ils vont revenir plus près de la maison éventuellement, mais bon. Fait que pour moi, c'est ça. 2020, c'est ça. C'est Léane aussi qui est revenue d'Australie, qui s'est installée à l'Université de Sherbrooke en art visuel. Donc, ça, c'est une autre 1h30 de la maison. Donc, mes 2 filles ne sont plus dans la maison et ça, c'est dur. Ouais. Ça, c'est dur. Ça, c'est une épreuve pour une mère comme vous, c'est clair.
Alors, je vais vous faire une petite épreuve. On parlait de tout ça tout à l'heure. Alors, je vais vous proposer de passer un petit moment avec un chroniqueur sulfureux de chez nous qui s'appelle Thierry Ardisson, Eh oui. avec un petit rite que je fais en général avec tous les invités et que je vous propose pour découvrir un peu les multifacettes de votre personnalité. Vous les connaissez, les gens un peu moins. Alors moi, je vous sais un peu passionné du rythme, d'énergie et de santé aussi. Je vous sais aussi une entraîneuse mentale hors pair, un peu zéro limite, un peu comme l'académie qui porte le même nom, n'est-ce pas? Oui. Et alors, en fait, j'ai envie de vous proposer une petite tradition qui s'appelle l'interview Upside Down. Donc, je vais vous poser quelques petites questions ludiques et on va voir comment ça résonne en vous. Alors, la première question, c'est quel défaut devrait avoir un homme pour vous séduire? Oh, c'est dur, ça, quel défaut. Euh... oh, oh, la belle question encore. Je dirais être extrêmement cartésien. Eh, intéressant, intéressant. C'est parce que ça peut être une qualité, être cartésien, mais ça peut aussi tomber sur les nerfs, hein, on va se le dire. Donc, mais ça se pourrait. Ça pourrait être ça, ouais. Alors, en Je serais, parlant comme, de... je serais tellement impressionnée que ça pourrait me séduire, ouais. Intéressant, intéressant. Et là, en parlant de défaut, justement, quel est le défaut qui vous sauve la vie, vous, José? Um, peut-être, ma spontanéité. Hmm. Qui ben, me sauve la vie. Je sais pas. C'est encore un truc qui doit sûrement déranger certaines personnes, mais c'est comme ça. Puis ça me sauve la vie parce que je pense que les gens savent que n'importe quoi peut arriver avec moi. Donc, ils vont accepter. Moi, si je trébuche pendant un workout en direct, je ne vais pas tout fermer puis disparaître. Je vais vivre avec. Je vais en rire. Ouais, ça pourrait. C'est pas vraiment un défaut d'être spontané, je pense, mais je En sais tout cas, pas. c'est ce qui fait qu'on vous aime, a priori. Je pense que c'est ce qui fait que vous pouvez garder comme ça cette espèce de public qui est un peu qui est aimant, quoi. Parce que vous êtes spontané, vous êtes cash, quoi. Voilà. Il n'y a rien à Ouais. cacher. C'est Non, quoi? ah non, 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 ça, non. Non, je suis extrêmement transparente. Hmm. Ouais. Alors, une autre question qui me venait, c'était quelle était votre plus belle erreur? Oh my Quand vous regardez God. votre vie, là, quelle est l'erreur que vous avez fait qui a été mais particulièrement une bonne idée, finalement? Quand on a parlé tantôt de RDS, il faut que je fasse attention pour pas que personne se reconnaisse, mais C'est bon, ça fait attention qu'on coupe quand ça se peut que ça arrive. Mais j'ai fait cette année d'animation qui a vraiment, vraiment bien été. Et l'année qui a suivi, l'émission a été reconduite. On a su qu'on retournait. Euh, mais là, on m'a imposé la présence d'une co-animatrice qui, Qui- bon, ça fait longtemps de toute façon, mais disons qui n'était pas très intègre. On va Hmm, dire ça comme ça. d'accord. Et moi, je ne pouvais pas vivre avec ça pour un paquet de raisons. Et j'ai décidé de ne pas animer la deuxième saison. C'était une immense décision et voilà, pardon, que le soleil débarque dans mon bureau. C'était censé être nuageux aujourd'hui. Ah, c'est beau, les Mais petites tâches maintenant, c'est magnifique. ah, non, je ne veux pas, Ah, j'espère que c'est ça bien, vous c'est bien. agace. C'est bien. Mais c'est ça. Alors, je décide après une longue, longue réflexion, bien sûr, parce que c'est le début, là. C'est la fin, d'une certaine façon, de ma carrière de prof d'éducation physique, mais c'est le début de ma carrière en télé. Et je refuse donc de co-animer cette deuxième saison qui va en tournage, qui entre en ondes, mais ça ne fonctionne pas. Et après ça, il y a eu une troisième saison et on m'a recontacté et on s'est retrouvé avec une équipe de production d'une qualité supérieure. Là, on changeait complètement Hmm. de production parce que la première production, bon, avait fait des choix peu intègres
Et voilà, donc à partir de ce moment-là, parce que moi, je me disais, bon, ben, c'est terminé, il n'y a plus personne qui va m'engager pour une production de ce genre-là. Et voilà que la 3e saison, non seulement on m'a réengagé, mais on a aussi engagé un producteur de grand niveau, là, qui est encore d'ailleurs producteur aujourd'hui, qui s'appelle Pierre Charade, et à qui je dois beaucoup. Alors, si vous pouviez vous cloner, et qu'il puisse y avoir une nouvelle, en même temps que vous, une nouvelle José Lavigueur, alors qu'est-ce que ferait l'autre José comme activité? Vous voulez dire différente? Ah ben, j'espère que les clones, ça ne sert pas à faire la même chose. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'elle Vous en avez une ferait? deuxième, que vous pouviez compter sur elle pour faire une activité que vous ne pouvez pas faire en ce moment. Qu'est-ce que vous feriez? Je lui ferais faire plus de cuisine. Je lui dirais, bon, alors toi, là, tu vas développer ce talent-là. Tu vas aussi, tu vas développer le goût. Tu vas vouloir goûter à tout. Tu vas vouloir préparer toutes sortes de magnifiques recettes ultra santé. Pas que je fais pas ça, mais je suis très traditionnelle. Je suis un peu difficile. Est-ce que vous dites ça en France, être difficile? J'ai des allergies sévères aux fruits de mer et ça fait que des fois, je mets ça sur le dos des allergies, comme beaucoup de gens. Ça fait que je suis un peu plus peureuse, mais on sait très bien qu'aujourd'hui, c'est facile d'avoir des allergies aux fruits de mer et de quand même goûter à une grande panoplie d'ingrédients. Mais bref, ouais, c'est peut-être cet aspect-là que je tenterais d'améliorer. Le goût, alors. Chez ma clone. Je lui dirais, vas-y, go dans la cuisine pendant que moi, je prépare des programmes d'entraînement. Ça, c'est une bonne idée, ça. C'est bien comme ça. Ah oui, hein? Si vous pouviez ne plus jamais avoir peur de rien, et quelle est la peur que vous conserveriez pour vivre? Ben, la peur de mourir, je pense. Ben oui. Ça vous servirait à quoi? Ben, en fait, c'est sans doute un grand moteur à à ce désir de vieillir en santé. Donc, je pense qu'en conservant cette peur, quelque part, est-ce qu'on n'a pas tous un peu peur de mourir? Mais bon, je pense qu'en conservant cette peur, avec une certaine intelligence, puis une certaine... je pense qu'en la conservant, on prend les moyens. Et si j'ai peur je sais pas, moi, si j'ai vraiment peur de glisser sur la glace et de me faire une fracture, de subir, mais je ne marcherai pas sur la glace. Donc, si j'ai peur de mourir, je ne pourrai pas m'empêcher de mourir un jour, mais je vais pouvoir au moins trouver les moyens et les prendre, parce que les trouver, c'est une chose, mais il faut les prendre aussi pour vieillir en santé et améliorer ce dont je parle tellement souvent, cette espérance de vie en santé, parce que c'est pas tout d'avoir des statistiques magnifiques. Ici au Canada, on va vivre jusqu'à 85 en moyenne chez les femmes, mais est-ce qu'on va vivre en santé jusqu'à 85 ans? C'est vraiment autre chose. On va en parler parce que c'est intéressant votre rapport avec la mort, avec la santé et avec la fin de vie, c'est intéressant. Alors, une dernière question, si vous aviez en face de vous, ce qui est le cas, parce qu'avec Zoom, vous l'avez en face de vous, mais si vous aviez en face de vous José Lavigueur, en ce moment même, et si vous deviez l'interviewer, si vous deviez interviewer José Lavigueur, c'est quoi la première question que vous lui poseriez? Est-ce que tu réalises, cher José, que tu devrais être plus fier que tu l'es en ce moment et que tu devrais cesser d'avoir ce syndrome de l'imposteur si fort et si présent? Est-ce que tu réalises que tu as un impact sur la vie de plusieurs personnes? Peut-être quelque chose comme ça. Parce que oui, le syndrome de l'imposteur, quoique très classique chez les gens dans plusieurs domaines, mais dans mon domaine, c'est tellement fort, c'est tellement bizarre quand même. Mais ouais, j'essaierais d'avoir plus d'assurance, d'être fière, je le suis, je suis capable d'être fière, mais on dirait que on est toujours dans la remise en question.
On est toujours dans est-ce que j'en fais assez? Est-ce que. Si jamais je devais te dire ce que vous dites, finalement, la question, c'est que vous vous questionneriez sur pourquoi est-ce que vous vous sentez si illégitime parfois dans l'aide que vous donnez aux gens avec ce que vous mettez en place. C'est quoi la réponse de José Lavigueur à ça? Pourquoi est-ce qu'elle se sent illégitime? Je dirais pas que je me sens illégitime, mais en fait, oui, vous avez raison, ça arrive. Ça arrive, bon. C'est ce que je viens juste de dire dans le fond. C'est ça. Mais je sais pas. Est-ce que c'est parce que je n'ai plus 20 ans? Euh, parce qu'on voit tellement de trucs circuler. Tu sais, et comme tout le monde, ça m'arrive sur les réseaux sociaux de voir de me laisser impressionner. Sachant très bien parfois que, on sait, il y a des retouches, il y a le titre d'entraîneur. Luc, si vous voulez devenir entraîneur demain, vous pouvez le mettre à côté de votre nom. Je ne sais pas de l'autre côté de l'Atlantique comment ça fonctionne, mais ici, en Amérique du Nord, n'importe qui peut signer Luc de France entraîneur. Tu sais, donc, bref, je pense que c'est peut-être il y a peut-être un lien avec mon âge. Tantôt, j'ai dit que oui, il y a une certaine peur de mourir, mais c'est sûr qu'il y a une certaine peur de vieillir aussi. Tu sais, j'ai cette philosophie que j'aime beaucoup, que vieillir, c'est un privilège. C'est un privilège, vieillir, là. Qui ne veut pas vieillir quand on y pense? Excuse-moi, c'est parce que si tu ne veux pas vieillir, ça ne va pas bien, là. Si tu as 40 ans et tu ne veux pas vieillir, ça ne va pas bien. Donc, c'est un privilège de vieillir et si on peut vieillir en santé, c'est encore plus extraordinaire. On a frôlé ce sujet-là tantôt, mais bon, donc, je ne sais pas, ça m'arrive de me laisser impressionner par ce que d'autres entraîneurs plus jeunes ont à offrir. Je serais curieux de savoir, effectivement, est-ce qu'à un moment donné, notre âge ne nous veut pas que du bien? Hein, des fois, on se dit que des fois, notre âge ne veut pas que du bien. Et donc, on pourrait se dire, effectivement, que quand on prend de l'âge, on aurait comme une tendance à ne plus se sentir légitime de vouloir encore vivre. Hein, c'est étrange, ce truc. Hein. Alors, je vais vous poser une question, en dehors de ce questionnement là, de ce qu'on a fait juste avant. Là. Je voudrais savoir, en fait, moi, je vois que dans l'ensemble, quand je regarde votre vie, vous avez quand même rencontré les bonnes personnes. Et puis, j'étais aussi étonné parce que l'accident à la tête que vous avez eu, ce que j'ai découvert, c'est qu'en fait, il vous a sauvé la vie, en fait. Parce que, quelque part, il y a eu un accident avant, et l'accident avant, en fait, ça avait déclenché un épanchement. Et s'il n'y avait pas eu cette fracture, on n'aurait jamais pu voir l'épanchement, et vous n'auriez sûrement pas été des nôtres aujourd'hui. Alors, moi, ça me fait quand même deux impressions, en fait, qu'il y a des bons timings. Qu'est-ce que vous pensez du bon timing? Ah, j'y crois beaucoup. Quelque part, le bon timing, être au bon endroit, au bon moment, c'est relié à la chance. On n'a pas, la chance, on dit de la chance, oh non, non, tu as créé ta chance, tu as travaillé. Parfois, quand je dis à ma mère, surtout il y a quelques années, mettons, je disais à ma mère, je suis chanceuse, tu sais, j'ai un beau travail, ou je suis chanceuse, j'ai des filles en forme, en santé, intelligentes, autonomes. Et ma mère, elle me disait, ben, t'es pas chanceuse, tu as tellement travaillé. Ma mère, si je fais allusion à ma carrière, quand je dis, hey, je suis chanceuse d'avoir, tu sais, par exemple, d'être à Salut Bonjour, ou à l'époque encore plus loin, je pouvais dire quelque chose comme hey, je suis chanceuse de pouvoir animer un show tourné dans les clubs med. Tu sais. Et là, ma mère, elle disait excuse-moi, là, mais moi, je me souviens de toi et ta gang de prologues. Elle nous appelait comme ça la gang de prologues. On a 15, 15, 16, 17 ans. Donc, pendant 3 années, on est à l'école secondaire. Tous nos temps libres sont dans le sous-sol chez une amie qui avait une plus grande maison, à répéter les chansons, entre autres, de Michel Fugain du Big Bazar, à monter des chorégraphies, à monter des spectacles. On a tellement travaillé, j'ai tellement travaillé, et c'est ce que ma mère me fait remarquer. Donc, tu sais, le timing,
Oui, la chance et le timing, je pense que c'est un peu la même chose, mais tu sais, mais j'y crois, oui. Pour Oui, répondre vous à y votre croyez. question, je crois à même cette synchronicité. J'ai plusieurs exemples. Je sais que Christine Michaud parle souvent de synchronicité et j'ai tellement d'anecdotes sur la synchronicité. J'y crois énormément. C'est pas un hasard. Et moi, je crois même, et ça devient un peu plus. Mais c'est pas quelque chose de. Comment je dirais? Ah, je vais être plus claire. Je crois même aux anges gardiens. Tu vois, Oui. quand il y a eu cette histoire, quand j'avais 3 ans, je me dis, c'est quoi la chance? Parce que, bon, je m'étais cogné la tête sur une traîne sauvage en bois. 9 mois plus tard, je retombe sur la tête. Et si je n'étais pas retombée sur la tête, l'accident m'aurait probablement tué ou laissé de vilaines séquelles l'accident précédent. C'est quoi la chance que je retombe sur la tête une deuxième fois dans la même année? Alors, dans ma tête, sans jeu de mots, c'est un ange gardien qui est là puis qui fait, bon, mais regarde, il faut régler ça, tu sais. J'ai une autre situation où je suis convaincue, c'est une situation un peu plus noire, où j'étais dans un stationnement puis j'ai été euh, agressée par un individu et c'est un ange gardien qu'on n'a jamais retrouvé, qui est venu déranger l'agresseur en question, qui a finalement quitté les lieux. Mais on n'a jamais, jamais retrouvé. Alors, dans ma tête, c'est ça. C'est pas, je ne suis pas quelqu'un qui a la foi, qui va proclamer quoi que ce soit. C'est très personnel, tout ça. Mais j'y crois d'une certaine façon. Comment vous pratiquez je me dis que vous y croyez, voilà, vous croyez au bon timing, vous avez cette idée un peu des anges gardiens qui est belle, je trouve. Et comment vous pratiquez au quotidien pour rester dans le flow? Parce il y a bien un moment où vous pratiquez, en fait. Alors vous allez me dire, non, je fais rien, ça vient tout seul, peut-être. Comment vous pratiquez? Comment vous restez disponible au bon timing? Mais je suis, première chose, je suis très, ben, vous l'avez dit, disponible à mes amis. Les contacts que j'ai créés dans les médias en 30-35 ans de carrière, dans les médias, on parle plus de 30 ans, là, mais bon. Euh, j'ai vraiment gardé le contact et grâce aux réseaux sociaux, je prends des nouvelles des gens. Quand c'est l'anniversaire d'un producteur ou d'un animateur que j'ai côtoyé, c'est assez classique, diriez-vous, mais en même temps, je le fais de façon très sincère. J'ai envie de dire à cette personne-là, hey, j'espère que tu vas bien. Hier, justement, dans cette ligne d'idées, hier, j'étais en voiture entre Québec et Montréal, donc j'avais 2h30 de route à faire et j'ai eu cette impulsion d'appeler une amie qui s'appelle Marie-André Isabelle, juste pour prendre de ses nouvelles. Puis elle a fait comme ah, mais je suis tellement contente de te parler. Et on a placoté pendant une trentaine de minutes, mais c'était pas dans le but d'obtenir quoi que ce soit. C'était vraiment clairement et sincèrement dans le but de savoir comment elle allait. Et ça m'a permis beaucoup je sais pas, ben c'est ça, de garder le contact avec plein, plein, plein de monde et de rester branché sur mon désir d'être. Tu sais, il y a ça, il y a rester proche de mes amis. Je ne suis pas une fille avec un cercle d'amis. Et tu sais, même après la pandémie, là, pour moi, ça ne va pas résonner avec gros party, vin dans la cour ici. Tu sais, j'ai quelques amis, mais ce sont des amis très, très précieux. Mais il y a la portion amitié, mais il y a aussi la portion passion, nécessité de rester à date. Je n'ai jamais décroché. Je n'ai jamais diminué mon intérêt
pour l'activité physique et pas par obligation, vraiment parce que j'aime ça, parce que ça m'intéresse profondément. Quand j'ai mis les pieds au bac en éducation physique, je laissais un désir de travailler, de faire carrière en danse ou en comédie musicale. Je laissais ça de côté pour me diriger vers l'éducation physique. Et très rapidement, je me suis rendu compte que ça me passionnait, que tout ce qui était physiologie, traumatologie, anatomie, ça me nourrissait et ça continue encore aujourd'hui de me nourrir. Je vais dans des congrès régulièrement. Je suis abonnée évidemment à des documents, des revues spécialisées en fitness, en fitness, en santé, je devrais dire. Mais je pense que c'est un peu tout ça. Je pense que c'est tellement profond, c'est tellement intégré à tout mon être que pour moi, là, c'est loin d'être terminé. Là. J'ai encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à apprendre aussi. J'avais envie de vous parler d'une personne que je connais en France. Peut-être que vous la connaissez. On a une actrice en France qui s'appelle Michèle Larocque. Je ne sais pas si vous connaissez Michèle Larocque. Non? C'est une femme qui est adorée, vraiment adorée. C'est pas spécialement une personne hyper connue, mais elle est très connue. Et elle s'investit beaucoup dans les restos du cœur. Les restos du cœur, c'est... Je prends des notes. Ouais, voilà, mais je vous enverrai ça par mail. Voilà, donc elle est très connue et alors, elle a écrit un jour une citation. J'ai beaucoup pensé à vous quand j'ai lu cette citation. Je me suis dit, mais c'est exactement, c'est notre José Lavigueur nationale, sauf qu'elle ne fait pas de sport. Hein. Elle disait que prendre soin de soi, ça attire toujours les autres. Oh! Et je trouve ça étonnant parce que je me disais, est-ce que vous pensez que le fait de cultiver votre corps et votre santé, d'avoir comme ça poussé à essayer de garder ce principe premier dans votre vie, c'était pas ce qui finalement avait attiré à vous les cadeaux de la vie? Je pense que c'est une question d'énergie. C'est la seule réponse qui me vient spontanément. Là, il y a sûrement plus pour élaborer, mais je pense que c'est une question d'énergie parce que quelqu'un qui prend soin de soi, que ce soit physiquement, que ce soit de façon plus holistique, c'est quelqu'un qui va dégager une énergie relativement positive. Je pense que ça a tout à voir avec ça. On a envie d'écouter, de suivre, de peut-être même s'accrocher à quelqu'un qui a une belle énergie, à quelqu'un qui voit la vie d'une belle façon. Moi, personnellement, en tout cas, là, c'est à ces gens-là que j'ai envie de m'accrocher. Et non pas à des gens qui gémissent, qui écrivent des trucs juste incroyables sur les réseaux sociaux que je ne pourrai jamais comprendre ça. Mais bon, c'est un autre dossier, comme je dis souvent. Mais ouais, je pense que c'est une question d'énergie. Très souvent, on vous entend parler du fait que, ça, je trouve ça incroyable chez vous. Vous dites, mais c'est super simple de faire des petits aménagements dans les habitudes de vie pour améliorer l'espérance de vie en santé. Alors, donnez-moi un exemple d'un truc auquel on pense jamais, qui serait un de ces aménagements d'habitude pour justement améliorer ça. Quand vous dites aménagement, vous voulez dire des petits ajustements dans nos habitudes, C'est ça. En fait, ici, on parle beaucoup, et je suis persuadée que vous utilisez aussi le terme les saines habitudes de vie. C'est de plus en plus, on entend cette expression de plus en plus, c'est ce qu'on essaie d'instaurer aux gens qui nous écoutent, c'est ce qu'on essaie de transmettre comme message, améliorer vos habitudes de vie, donc adopter de saines habitudes de vie. Et ce que ça signifie, c'est très simple, c'est plutôt que de penser à faire de l'activité physique ou plutôt que de faire le lien entre l'activité physique et la perte de poids. Tu sais, cette espèce de vieux cliché dont on n'est plus capable. On fait le lien entre l'activité physique et la santé. Et quand on parle d'activité physique, on parle de saines habitudes de vie, donc on parle de... Je pourrais élaborer tellement longtemps sur tout ça, mais en gros, évidemment qu'on pourrait parler de manger mieux, bouger plus et ça égale meilleure santé, meilleure espérance de vie en santé. Mais je pense que c'est ça qui se passe et d'après moi, avec l'arrivée du nouveau normal post-pandémique, parce que je ne pense pas qu'on va retourner à l'ancien normal. Et je pense que c'est ça qui va se produire, c'est que les gens vont comprendre, ou c'est peut-être déjà fait, je le souhaite, que
que l'activité physique, on a parlé en tout début d'entrevue, c'est pour la santé globale. Il faut cesser de penser à l'activité physique comme je vais avoir des plus gros bras, je vais avoir un plus gros chest, je vais avoir une tablette de chocolat sur mes abdos. Si c'est ça l'objectif, c'est correct aussi, parce qu'au moins ça te fait bouger. Mais on sait maintenant que c'est tellement plus grand que ça, bouger régulièrement, et ça peut être tellement simple. Ça peut être synonyme de marcher 30 jours. 30 jours. Marcher 30 minutes par jour. On peut marcher 30 jours aussi, mais il faut que ça continue après. Donc, marcher 30 minutes par jour. Marcher 15 minutes par jour. Si c'est le seul temps que vous avez, ça va quand même avoir un impact. Vous vous rappelez sûrement, Luc, de l'époque où la prescription d'entraînement, c'était très, très sévère. Il faut absolument que tu ailles à la salle de sport 3 fois par semaine. Il faut que tu sois là au moins 80 minutes, le minimum. Et oublie pas, si tu veux brûler des graisses, il faut que tu fasses au moins, il y a eu plusieurs versions de ça, là, mais moi, je me souviens d'un 14 minutes de cardio. Avant 14 minutes, tu perds ton temps. C'est quoi? C'était quoi ça? Et ça dure encore, je vous le dis là. Peut-être que même dans votre beau coin de pays, ça existe encore dans certaines salles de sport. Il y a encore des panneaux sur certains appareils cardiovasculaires qui disent voici votre zone pour brûler des graisses, voici votre zone pour améliorer votre capacité. Quoi? Non! C'est un coup parti. Voici ce que vous devriez faire pour brûler 4 biscuits au chocolat. Non! C'est pas ça. C'est pas ça. Ce n'est plus ça. Ça a déjà été ça. Et à l'époque, c'était correct. On était rendu là, mais on évolue, on avance et on comprend maintenant que l'activité physique, c'est pour se sentir mieux. Il faut dire non à toutes les diètes. Il faut dire non à des changements draconiens dans nos habitudes de vie qui vont durer un temps, qui vont peut-être amener des changements. Mais à un moment donné, ce livre-là se termine, on reprend nos anciennes habitudes de vie et on reprend aussi les problèmes de santé associés ou bien on reprend le poids qu'on a perdu. Bref, il y a tellement à dire sur tout ça. Mais moi, je suis ravie de voir que la pensée universelle est en train de changer. On s'était parlé un petit peu avant de faire cette entrevue-là, que je ne sais pas si vous vous souvenez, en début de 2020, grande entrevue, une grande revue universelle sur le fitness. J'essaie de résumer, puis je suis en train de faire le contraire. Qui annonce en page couverture. Voici les nouvelles tendances, et ça, c'était juste avant la pandémie. Voici les nouvelles tendances avec ce changement de décennie, parce que 2020, c'était ça. On annonçait, on écrivait en grandes lettres « Train happier, not harder ». Et moi, j'étais tellement ravie de ça, parce que c'est ça qui va faire qu'on va être assidu. C'est le fait que c'est moins de pression, c'est moins sévère, c'est moins quantifié, mais on va le faire régulièrement, on va le faire avec un équilibre plus certain. Et cette assiduité, c'est l'élément clé. C'est ce qui va faire, absolument, c'est ce qui va faire que notre santé va au moins se maintenir et mieux encore, va s'améliorer au fil des années. Cette assiduité. Puis pour avoir de l'assiduité, bien évidemment, ça prend un minimum de plaisir parce que c'est dur d'être assidu si j'ai aucun agrément dans l'activité physique que je fais. Ah, c'est bien parce que, vous voyez, vous êtes un peu médium là, c'est bien parce que vous avez dit le mot exactement que j'allais vous dire juste après parce que moi, il y a un truc que je trouve étonnant chez vous. C'est marrant parce que finalement, vous n'avez pas l'air non plus d'être une personne qui est dans la rigueur absolue. Vous voyez, vous parlez quand même du fait que ce qui compte, c'est l'intelligence, quoi. C'est pas non plus la rigueur. Il n'y a pas des méthodes pour brûler 3,14 biscuits au chocolat à manger. Mais n'empêche que vous parlez d'un truc qui est très vrai. En France, on aurait bien besoin de ça. Et je pense que ça doit sortir un peu simplement du lot du sport. Et ça doit pouvoir aller dans le lot, par exemple, du business, des entrepreneurs, tout ça. C'est l'assiduité. Oui. Oui, c'est notre allié le plus précieux, Luc. Oui, ça, j'en doute pas. Mais en même temps, c'est notre ennemi fatal parce que la procrastination, qui doit être le frère ou la sœur de l'assiduité,
qu'est-ce que c'est l'assiduité pour vous? Finalement, c'est quoi la clé de l'assiduité? Vous allez dire, justement, la clé, c'est justement l'assiduité. Mais qu'est-ce que c'est l'assiduité? La clé, c'est l'agrément. C'est le plaisir, c'est un peu grand, tu sais, c'est facile à dire. Oui, mais il faut juste que tu trouves un peu de plaisir à l'entraînement pour le faire régulièrement. Mais on sait tous que faire un entraînement régulièrement, bouger régulièrement, ça prend quand même une dose d'effort. Parce qu'il n'y a absolument rien dans nos vies qu'on va changer ou améliorer ou même maintenir sans effort. Qu'on pense à notre relation de couple, qu'on pense à notre relation avec nos enfants, à notre boulot, à notre santé, évidemment, ben, s'il y a zéro effort et il y a zéro résultat, ça, c'est pas nouveau, mais des fois, c'est bon aussi de prendre conscience, de faire ouais, c'est vrai. Puis l'effort, c'est quoi? Bien, l'effort, quand on regarde la définition, d'abord, c'est propre à un être vivant. Alors, si on veut être vivant, si on veut rester vivant et en santé, ça prend un effort. Donc, l'assiduité, moi, j'adore votre question. La clé, oui, c'est l'effort, mais ça reste dans la motivation. Tu sais, c'est comme, et là, on revient toujours à des éléments vitaux parce que s'il n'y a pas de motivation, il n'y aura pas d'effort. S'il n'y a pas d'effort, ben, il n'y aura pas d'assiduité, il n'y aura pas, surtout pas de résultat ou au moins de maintien. Mais la clé, c'est vraiment, pour généraliser, c'est vraiment le plaisir. Parfois, je remplace le mot plaisir par l'agrément. Parce que le plaisir, des fois, on associe cela au gros fun, au party, mais pas nécessairement. C'est sûr que quand tu t'installes sur ton tapis roulant ou sur ton appareil elliptique, c'est pas une partie de plaisir. C'est rare là, que tu es comme wouhou, let's go, tout le monde. Tu sais, je suis toute seule dans ma chambre ou dans mon gym. Non, mais fort probablement que tu écoutes ta meilleure musique au monde, la tienne. Ton meilleur podcast, celui qui t'allume, ou bien tu es installé devant un match de hockey qui t'allume ou un match de tennis. Tu sais, il y a cette notion d'agrément. D'ailleurs, il y a un acronyme qui va peut-être vous intéresser, que j'utilise parfois, qui est BRAVO. Quand on pense à l'entraînement, à cet effort pour améliorer nos habitudes de vie ou pour adopter de saines habitudes de vie, on peut penser à l'acronyme BRAVO. Et je vais vous le dire rapidement, le B, c'est pour la bienveillance. Tu sais, c'est drôle parce que le mot bienveillance, là, je ne sais pas vous, là, mais nous ici, à un moment donné, on était comme tannés un peu d'entendre bienveillance et gratitude. Et pourtant, ils sont surutilisés. Mais par contre, ce sont de super beaux mots. Quand on s'arrête et on fait « Non, non, attends, mais c'est parce que c'est nouveau. » En tout cas, ici, là, je dirais que ça fait peut-être 2 ans qu'on parle de bienveillance, de gratitude. C'est nouveau et plusieurs personnes font comme « Ah, voyons, je ne suis plus capable d'entendre parler de bienveillance ou de gratitude. » Mais c'est vraiment important. C'est vraiment la clé de plusieurs décisions, de plusieurs actions. Donc, le B dans Bravo, c'est la bienveillance. Et là, c'est égoïste. Ce bravo, on l'applique à nous pour améliorer nos habitudes de vie. Donc, en quoi je vais être bienveillant? Je vais être bienveillant dans les choix que je vais faire. Est-ce que ça se peut que même si mon conjoint ou ma meilleure amie me parle d'aller courir 5 km 5 fois par semaine, est-ce que ça se peut que ça ne me tente pas? Est-ce que je peux être bienveillant et faire, regarde, moi, je vais en faire moins. Je vais en faire à tous les jours, là, mais je vais faire quelque chose qui me tente, qui m'allume. Et je vais aller courir 15-20 minutes à chaque fois. Pas 35, 40. On commence comme ça. On commence dans la bienveillance. On commence dans la bienveillance aussi en cessant de s'auto-flageller. Oh my God, c'est 10, c'est 20 kilos, c'est 5 kilos. Ah, j'en peux plus, je suis grosse. On arrête ça. Ça, c'est de la bienveillance. Le R, c'est pour le réalisme de la décision ou du choix. Qu'est-ce que tu vas faire, là? Est-ce que c'est réaliste? Ou est-ce que, justement, tu vas dire, bon, ça y est, l'automne prochain, je cours un marathon. C'est parfait. Si tu y crois vraiment, si ça s'applique vraiment à ton style
Mais est-ce que ce ne serait pas plus réaliste de dire hey, je m'inscris à un 5 km, une course de 5 km à l'automne, là, il y en a une qui va être affichée, là, ça va revenir, les courses, là, à un moment donné, là, les courses populaires. Alors, ça, c'est plus réaliste. Faire des choix de... Tu sais, je vous en ai parlé, j'ai des filles qui font de l'escalade. Il y a beaucoup de grimpeurs dans ma famille. C'est facile de se faire influencer par les gens autour de nous. Hey, viens faire de l'escalade, tu vas vraiment aimer ça. C'est tellement hot. Tu sais, c'est complet. Et tout ça est vrai. Mais est-ce que c'est réaliste pour toi de penser que tu vas faire de l'escalade? Est-ce que tu t'imagines? Ça, c'est être réaliste. Le A, c'est justement pour l'agrément. Alors, c'est le plaisir, mais comme P, ça ne marchait pas, on a pris le A de agrément. Alors, ça prend un peu d'agrément. Le V, c'est pour la victoire. Carrément. Parce que chaque fois que vous allez faire un geste, chaque fois que vous allez prendre une décision pour bouger un peu plus, pour vous activer, pour manger mieux, chaque fois, c'est une victoire. Même si ce n'est pas énorme, il faut le voir comme une victoire. Et le O, c'est pour l'observation. On s'observe. On prend conscience de ce qui se passe, de ce qu'on fait comme choix, de notre attitude face à nous-mêmes. On fait un peu l'observation de toutes les autres lettres juste avant. On prend conscience. La prise de conscience est tellement importante. Pourquoi je fais ça? Dans quel but? Écoutez, j'ai quand même assez écouté d'interviews de vous et je ne me souviens pas avoir entendu que vous parliez de cet acronyme. Non, ça fait très longtemps. Alors, merci pour la chaîne, parce que là, on a un truc totalement nouveau. Non, mais il y a un truc que je me dis quand même, avec tout ce que vous dites, ça semble quand même une évidence. Bon, on sent bien aussi l'évolution, on sent bien que chez vous, quand même, le développement personnel, c'est beaucoup plus installé que chez nous. Il faut d'abord penser à ce qu'on est, penser à ce qu'on veut, faire un trajet intérieur avant de passer sur des idées juste si tu bouges tes fesses pendant tant de temps, tu vas avoir tant de calories en moins. On voit que c'est plus avancé que ce que nous, on a en France. Il est temps que vous veniez chez nous. Mais Luc, je ne veux pas vous interrompre, mais ça dépend beaucoup ça dépend des entraîneurs, ça dépend des philosophies. Je ne dis pas que c'est universel, c'est mon approche et je trouve que il y en a un peu plus ici au Québec et même au Canada parce que j'ai beaucoup de collègues que je connais. Mais c'est pas universel. Il y a encore beaucoup d'entraîneurs. J'en vois régulièrement sur les réseaux sociaux notamment qui vont t'inviter à t'entraîner avec lui, avec une photo à côté d'une grosse bédaine, petite bédaine. Comme si dans la vie, c'était encore aujourd'hui en 2021 notre seule raison de nous entraîner. On n'en peut plus. Oui, ça se peut que tu aies des répercussions sur ta silhouette en bougeant régulièrement, en adoptant donc de saines habitudes de vie. Oui, c'est sûr qu'il va y avoir à court et à long terme des ajustements. Mais si c'est ton seul objectif dans la vie, ça ne va pas, là. Ça ne va pas. C'est juste ça. Mais vous voyez, moi je trouve que vous êtes une militante pacifique. Vous voyez, quand je vous ai découvert, je me suis dit, voilà, c'est une militante pacifique et elle milite pour un monde en meilleure santé, ce qui est quand même pas l'air de rien stupide, mais c'est quand même une évidence. Mais qu'est-ce qui fait qu'on s'y intéresse pas plus? On est tous fous, vous croyez? Ah! J'adore ce que vous dites, mon Dieu. Je ne sais pas. Si vous saviez, Luc, on a parlé de mes 20 ans sur une émission qui s'appelle Salut Bonjour, l'équivalent de Télématin. J'ai parlé régulièrement de... Et sans jamais, en tout cas, je ne pense pas là, faire de reproches ou faire comme... C'est pas trop mon style, mais j'ai toujours essayé de passer le message que, entre autres, il manquait de cours d'éducation physique dans les écoles. Au Québec, c'est alarmant, là. En 20 ans, ça n'a pas changé. Alors qu'on sait, comme vous le dites, à quel point c'est pas juste important, c'est vital. Et oui, c'est vital. On veut des jeunes qui vont grandir en santé, ça c'est évident. Mais ça ne va pas se faire comme ça, surtout avec tout ce qui se passe en ce moment, avec l'accès aux écrans, avec les jeux vidéo qui sont, mais d'un divertissement hallucinant, avec les plateformes de films ou de séries. Bon, ça prend des jeunes à qui on fait découvrir, on a parlé tantôt, le plaisir de bouger. Je souris en disant ça, mais c'est parce que c'est exactement ça. Pas des jeunes, et c'est pour ça, bon, vous savez, j'ai ma formation de prof d'éducation physique et c'est dès le début
de cette carrière, c'est ce que j'ai voulu donner le goût aux jeunes de bouger. Pas leur dire, leur imposer des trucs ultra sévères dans le but d'avoir une note de passage pour que sur leur bulletin, ça soit écrit, bon, je ne sais pas, moi, 90% en éducation physique. Non, ce que je veux, c'est que tu développes des habiletés, mais surtout un intérêt pour différents sports. Moi, j'aime pas ça dire je veux, je souhaiterais que tous les jeunes de la planète aient accès à différentes activités physiques pour faire un jour, même si c'est juste une fois, rentrer à la maison et faire Papa, maman, savez-vous ce qu'on a fait aujourd'hui? Ou papa, papa, ou maman, maman, on s'en fout, là, tout ça. Là. On a joué à la ringuette. J'ai adoré ça. Et là, comme parent, ton rôle est super important. Ringuette, hein? Attends un petit peu. Nanana, clavier, club de ringuette dans le coin. Comprenez-vous mon point? C'est qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui les allume. Il faut qu'on cesse de leur dire, bon, mais pour avoir ta note de passage en éducation physique sur ton bulletin, il faudrait que tu réussisses à courir le 3 km qu'il y a dans la cour d'école en dedans de 15 minutes. Je dis peut-être n'importe quoi, là, mais comprenez mon point? Non, non, ça n'a aucun sens. Et ça, Luc, ici, au Québec, on le voit encore beaucoup. Il y a une personnalité extraordinaire au Québec qui est un ami qui s'appelle Pierre Lavoie, que vous connaissez peut-être, qui a créé un événement qui s'appelle le Grand Défi Pierre Lavoie. Lui, c'est un triathlète, c'est un athlète hallucinant. C'est un athlète d'endurance. Je vous raconte une longue anecdote, mais je vous la raconte rapidement. Quand il était à l'école primaire, c'était pas un sportif, il n'avait aucun intérêt pour le sport. Et en éducation physique, il y avait justement une évaluation comme ça en 5e année où on les fait courir autour du pâté de maison où l'école est située. Ça équivaut exactement à un 5 km. Et il est vraiment nul. Là, il arrive à la ligne d'arrivée, puis son prof déduit. Et ça, là, c'est une histoire vraie, vous pourrez vérifier. Et là, quand je pointe, c'est sérieux. C'est ça. Là, son prof déduit qui lui dit « Ouais, toi, mon Pierre, le sport, ça ne sera jamais ton affaire. Hein, tu ne seras jamais en forme. » Tu sais, l'espèce de commentaire horrible qui peut marquer à vie quelqu'un. Et Pierre, la longue histoire, c'est la suivante, c'est que Pierre est donc devenu extrêmement sédentaire. Il n'avait aucun intérêt, c'était de la merde pour lui, l'activité physique, le sport. Son prof s'était bien chargé d'ancrer ça dans sa tête, jusqu'au jour où, sur sa rue, il voit passer, en fait, il voyait passer régulièrement une magnifique coureuse qui s'appelle Lynn. Et à un moment donné, il s'est dit, la seule façon que je vais pouvoir rencontrer Lynn, c'est en courant moi aussi. Il s'est mis à courir et ce gars-là a découvert qu'il était un athlète d'endurance, alors que son prof lui faisait faire... Tantôt, je vous parlais d'un 5 km, mais ce n'est pas ça dans l'exemple. C'était une très courte distance qu'il fallait qu'il fasse très rapidement. Et donc, lui n'a pas ces fibres-là. Là, on est en physiologie, là, mais bref, il a découvert plus tard dans sa vie, là, à 25 ans, qu'il était un athlète d'endurance, mais un athlète rare. Incroyable. Hein? C'est incroyable. Son histoire à lui est fascinante, mais voilà, tu sais, le rôle d'un prof d'édu, c'est des histoires d'horreur pour moi. Ça, pour moi, là, des profs qui font « Va plus vite, voyons, qu'est-ce que tu fais? T'es donc bien lent, t'es trop gros, t'es pas bon. » Quoi? Tu sais, c'est grave. Moi, ça, je m'emporte là, quand on parle de ça. Pas mal, hein, pas mal. C'est pas mal. Quand même. Ouais, non, c'est ça. Bref, je ne sais même pas pourquoi je vous parle de tout ça, honnêtement. En même temps, ça montre bien, ça montre bien ce que vous appelez, vous, être à l'écoute plutôt que d'avoir des principes, parce que c'est une histoire comme ça. Mais alors, pour finir cette émission, moi, j'avais envie de vous parler de quelque chose que je trouve intéressant, parce que, quelque part, ça m'a marqué, moi, ce slogan d'énergie cardio qui dit changer le monde. Oui, en fait, c'est leur ancien slogan. À l'époque où j'étais porte-parole de cette chaîne ici au Québec. Et moi, je trouvais que c'était le plus beau slogan au monde. On peut l'interpréter de toutes les façons. Regardez-le dans tous les angles, sous toutes les coutures. Oui, on change le monde. Si on prend une seule personne, on va la changer. Si le monde entier bougeait plus, on le changerait, on l'améliorerait pour tellement de belles raisons, parce qu'il
il n'y a que du bon d'associer à l'activité physique et c'est ça qu'on doit faire comprendre. À chaque fois que je parle de ça, il y a quelqu'un pour me dire « Ouais, mais non, il y a des gens là, qui ils veulent juste, ils arrêtent de manger, ils développent des troubles alimentaires, ils font du surentraînement. » Mais c'est l'exception. C'est vrai, il faut les considérer, mais c'est complètement un autre dossier. C'est l'exception. Les gens qui bougent, même si c'est juste un petit peu, ou si c'est énorme parce qu'on prépare un triathlon, ce sont des gens qui n'ont que des effets bénéfiques à leur sport, rattachés à leur sport, autant mentalement que physiquement. C'est pas pour rien qu'on parle de la drogue du sport, de cette endorphine dont on a besoin et qui nous manque si on s'arrête pour des raisons de blessure ou autres. C'est ça qui s'est passé avec la pandémie. Hein. Il y a plein de gens qui ont trouvé d'autres façons sont allés en ligne, par exemple. C'est ça qui s'est produit avec ma zone fit. On a eu la chance d'avoir beaucoup de nouveaux membres parce que les gens faisaient, bien, j'ai plus de moyens et j'ai besoin de bouger. Ce besoin, c'est pas une invention, c'est réel. C'est physiologique, c'est chimique et c'est cette sécrétion d'endorphine. Donc oui, on change le monde avec l'activité physique. J'y crois viscéralement. Vous voyez, en fait, moi, ce qui m'était venu, alors j'aime bien votre réponse parce que je la trouve, elle est vraiment José Lavigueur. Cette réponse est José Lavigueur. Mais je vous en propose une autre. J'aimerais bien vous questionner pour finir sur cette chose. Moi, j'ai eu l'impression qu'en fait, vous disiez, pour changer le monde, il faudrait d'abord que les gens qui vont finir par mourir adorent la vie jusqu'au bout. Ah oui. Et quelque part, ce que vous dites, c'est si tu faisais du sport et si tu t'occupais de ton corps, tu pourrais mourir en santé. Et tu pourrais quitter ce monde en continuant à l'aimer. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais vous avez tout dit, c'est parce que c'est vrai. C'est une vérité. Si on n'a pas de garantie, hein. On n'a pas on peut pas être certain qu'on ne sera pas touché par une vilaine maladie, disons ça comme ça. Il y a des facteurs de malchance qui existent aussi. On connaît tous, peut-être de près ou de loin, quelqu'un qui a développé un cancer malgré de saines habitudes de vie. Mais ça, c'est le facteur, le petit vilain dans le coin là, qui s'appelle le facteur malchance. Et les médecins, les experts s'entendent tous là-dessus. Mais on peut mettre tout le reste de notre côté. Il y a la génétique. Là, les gens vont dire « Ouais, mais moi, c'est la génétique. Tu comprends? C'est comme ça. Tout le monde a été malade dans ma famille. » Attends. Les experts s'entendent de plus en plus pour dire que la génétique aussi, ça s'améliore. C'est pas obligé d'avoir un si grand impact. Moi, dans ma famille, il y a un niveau de LDL qui est le mauvais cholestérol qui est toujours sur la ligne. Là. C'est comme un petit peu là, dans le cadre supérieur de l'écran. Là. Et je suis très concernée par ça. Je dois faire un bilan sanguin annuellement juste pour avoir une idée, mais je m'en occupe. Je pourrais faire j'ai pas de problème avec ça. Je mange bien, je bouge régulièrement. Si je ne le surveille pas, si je ne garde pas un œil sur cette ligne, c'est une façon de m'asseoir un peu sur ça et de faire, regarde, il arrivera ce qui arrivera. Donc, je pense que le fait de bouger régulièrement, ça met toutes les chances, ou presque, de notre côté, de vieillir en santé. Et cette espérance de vie en santé, mais c'est ce qui fait la différence entre arriver à cet âge pivot. On ne veut pas mettre un chiffre dessus parce qu'évidemment, c'est un cliché, mais admettons qu'on parle de les chiffres ici au Canada, mais en fait en Amérique du Nord, d'espérance de vie en santé, c'est presque 20 ans de moins que l'espérance de vie, point. Donc, ça veut dire qu'ici, en Amérique du Nord, on peut penser à 62, 62. Quand je parle de ça en conférence, entre autres, ou quand on se parle ensemble comme ça, fait comme, attends, 62, non. C'est combien de Noël, ça? C'est très troublant de penser à ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait quelque chose? Mais je comprends qu'on fait quelque chose. Parce qu'on veut tous que ces années-là soient saines. Ça ne veut pas dire que ça va être des années pendant lesquelles je vais avoir le même train de vie que quand j'avais 25 ans. Mais ce qui compte, à la fin, j'aime pas trop dire à la fin, mais ce qui compte, c'est
c'est d'être là pour nos enfants, d'être là pour nos petits-enfants ou même nos arrière-petits-enfants, ou d'être là pour les gens qu'on aime. On n'a pas tous des enfants. Je pense à ma belle grande sœur Joanne qui n'a pas d'enfants, mais qui a des habitudes de vie tellement saines, tellement équilibrées. Elle va être là longtemps pour ses neveux, pour ses nièces, pour ses frères, son frère, sa sœur. Comprenez ce que je veux dire? C'est de faire les bons choix et de comprendre, Luc, que ça prend un engagement et ça n'a pas besoin d'être géant. Ça n'a pas besoin d'être l'équivalent d'un entraînement à coups de bâton puis à baver en sortant de la salle de sport. Ça peut être ça si ça vous plaît, mais ça n'a pas besoin d'être ça. Ça a juste besoin d'être un engagement, d'être un rendez-vous. La santé, l'activité physique, c'est une priorité et ça devrait être un rendez-vous santé, en fait. Votre moment d'activité physique, quel qu'il soit, gros comme ça ou gros comme ça, c'est votre rendez-vous santé et ça devrait être une priorité. Vous devriez le mettre au sommet de votre liste et devrait être affiché dans votre cuisine ou peu importe l'endroit où vous affichez tous vos rendez-vous. Mais c'est un rendez-vous que vous ne devriez pas négliger. Je vous remercie, José, parce que je trouve que c'était important qu'on fasse cette émission et puis que vous fassiez cette fin comme ça qui est quand même engageante. Je vous remercie aussi à vous, youtubeurs, qui allez donc être engagés grâce à José La Vigueur pour justement vous questionner malgré votre âge. Vous pouvez avoir 12, 15, 20, 40. Quelque part, elle amène quelque chose, José, qu'on n'entend pas en France. C'est quelque chose qui dit il n'y a rien qui prouve que la vie va s'arrêter bellement et qu'il faut y penser maintenant. En tout cas, je vous remercie beaucoup. José, je vous remercie beaucoup de votre accueil, de votre joie, de votre peps, puis de votre profondeur aussi. Elle est incroyable. Hein. Ah, ben vraiment, vous m'avez touché beaucoup pendant cette entrevue. Ça m'a fait très plaisir. J'espère qu'on aura la chance de se croiser un de ces jours. Ça serait vraiment un grand bonheur pour moi d'aller vous voir en France.